Avion qui me ramenait à Tel Aviv, assis dans l'obscurité, que j'ai ressenti dans mon cœur ce que mon esprit savait déjà. Je remercie le ciel pour ces 4 heures qui m'ont permis d'admettre la perte d'un homme qui était à mes yeux extraordinaire. Je peux dire aujourd'hui que ça a changé ma vision des choses. Tout à coup, j'ai découvert une autre société israélienne. Je n'avais pas conscience de la profondeur de la fracture, de la haine, de l'abîme qu'il y avait entre nous, entre les différentes façons de concevoir l'avenir. Qu'avons-nous en commun qui rend notre existence ici possible? Que sommes-nous venus faire ici? Qui voulons-nous être en vivant ici? Tout ce qui jusque-là allait de soi s'est effondré. L'assassinat de Rabin a tué l'espoir. Il a montré clairement qu'un misérable petit assassin avec un revolver de rien du tout pouvait anéantir tous nos espoirs, briser le processus de paix et changer le cours des choses. Tout d'abord, après avoir consulté ma femme, j'ai décidé d'endosser la responsabilité ministérielle et de donner ma démission. Je l'ai fait dès la publication du rapport. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a surtout essayé de me maintenir en vie. Ça a été une période très dure. Yigal Amir a réussi. Il a changé le cours de l'histoire. Il a changé le cours de l'histoire. Il a réussi. Et comment? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et même plus, les choses ne font qu'empirer. Je pense que nous verrons un autre assassinat politique quand il sera question de se retirer de Judée et de Samarie. Ça viendra de tous les bords, mais surtout des rabbins. Ces rabbins n'ont aucune raison de revenir sur leur position. Pour les rabbins extrémistes, le Shin Bet a montré ce qu'il valait. C'est l'assassinat de Rabin qui m'a poussé à entrer au Shin Bet. 1 an plus tôt, quand Rabin me l'avait proposé, j'avais refusé d'en prendre la direction. Après l'assassinat de Rabin, j'ai su que je n'avais plus le choix. Je savais que le Shin Bet traversait une crise profonde, et je savais que ses membres en avaient conscience. Rien dans le système opérationnel du Shin Bet n'avait fonctionné comme ça aurait dû. Le service de sécurité du Premier ministre n'avait pas assuré. Les renseignements qui auraient dû prévenir l'assassinat n'avaient pas assuré. Ce qui avait fait la gloire du Shin Bet, la lutte contre les entreprises terroristes des islamistes, des Palestiniens ou autres, n'était plus au rendez-vous. L'organisation était au plus bas. Nous avons pris conscience de nos lacunes et compris que beaucoup de choses devaient être développées. Nous avons également compris que jusqu'à maintenant, c'était les muscles qui avaient pris le pas sur le cerveau et non l'inverse. Nous avons engagé des réformes pour faire passer le centre de gravité de notre organisation des actions de terrain vers les têtes pensantes installées dans les bureaux et penchées sur les écrans.
Chaque année, nous avons évité davantage d'attentats. Chaque année, nous avons augmenté la sécurité. Comment? En partie grâce à tout ce que nous avons fait au sein du Shin Bet. Mais en vérité, l'avancée la plus significative a été notre coopération avec les Palestiniens. Tous les mois, je rencontrais Djibril Rajoub, Mohamed Dalan, Amin Al-Hindi, tous les responsables de la sécurité pour coordonner nos activités de renseignement. Ils me disaient toujours, nous ne sommes pas vos agents. Nous n'arrêtons pas des membres du Hamas pour vous. Nous le faisons uniquement parce que notre peuple croit qu'au bout du compte, viendra le jour où nous aurons notre propre État aux côtés d'Israël. Si nous cessons d'y croire, ne comptez plus sur nous. Autant il y avait une volonté forte, une intention ferme et une vraie décision de la part de Pérez et Rabin de conclure un accord, autant après la disparition de Rabin, la volonté ou l'intention d'Israël d'aboutir à un véritable accord n'a cessé de diminuer, pour ne pas dire plus. Plus personne n'était de bonne foi, ni du côté palestinien, ni du côté israélien. Nous voulons la sécurité, mais nous récoltons le terrorisme. Ils veulent un État, mais ils voient les colonies se multiplier. Au début du processus d'Oslo, fin 93, début 94, il y avait 100 000 colons en Judée, Samarie et Gaza. Et je n'inclus pas les quartiers de Jérusalem. 6 ou 7 ans plus tard, l'été 2000, quand le processus s'interrompt, ils sont plus de 220 000. Ehud Barak se vante d'avoir construit plus de colonies que Netanyahou et que n'importe quel Premier ministre avant lui. C'est pourquoi la question n'est pas de savoir s'il y a un partenaire. Arafat n'a pas de partenaire et Barak non plus. La question est de savoir s'ils font quoi que ce soit pour qu'il y en ait un. Il était clair que nous allions vers une autre intifada, vers une nouvelle vague de violence au sein d'un groupe, d'une société, d'un peuple qui considère qu'il n'a plus rien à perdre. En 2002, je me rends à Londres, l'intifada fait rage, un véritable enfer. Nous allons à Londres, un groupe d'Israéliens et un groupe de Palestiniens, pour voir si on peut faire quelque chose. À un moment donné, je suis en train de me faire un café et un Palestinien que je connais s'approche de moi. Il s'appelle Yad Sarraj, c'est un médecin psychiatre. Il me dit, « Ami, nous avons fini par vous vaincre. » Je lui réponds, « Tu es fou, comment ça nous vaincre? Des centaines d'entre vous se font tuer, à ce rythme-là, ça va se compter en milliers. Vous allez perdre le peu d'État que vous avez et ce sera la fin de votre rêve, d'avoir un véritable État. Alors de quelle victoire parles-tu? » Il me dit, « Ami, je ne te comprends pas. Et tu ne nous comprends toujours pas. Pour nous, la victoire, c'est de vous voir souffrir. C'est tout ce que nous voulons. »
Et plus nous souffrirons, plus vous souffrirez. Au bout de 50 ans, nous avons enfin atteint l'égalité des forces, l'équilibre. Vos F-16 contre nos commandos suicides. Cette phrase de Yad Saraj a été pour moi comme une révélation. J'ai compris tout à coup le phénomène des commandos suicides. J'ai interprété nos réactions de manière différente. Combien d'opérations avons-nous menées parce que nous avions mal? Parce que quand on fait sauter nos bus, ça fait vraiment mal et nous voulons nous venger. Combien de fois l'avons-nous fait? Yeri Hayash était le plus grand terroriste qui ait jamais sévi en Israël. C'était aussi un membre important du Hamas. Il était ingénieur. Il savait fabriquer des bombes à partir d'explosifs improvisés, comme des ceintures d'explosifs pour faire sauter des bus. Il savait aussi persuader un kamikaze de commettre un attentat suicide. Enfin, il avait une incroyable capacité de survie. Pendant des années, chaque soldat israélien a eu sa photo dans la poche. Il était sans conteste l'homme le plus recherché du pays. Yeri Hayash avait quitté la Samarie pour Gaza. Ça nous a pris un peu de temps pour le localiser avec précision. On a commencé à le surveiller pour connaître son entourage, ses points de chute. Chacun a son talon d'Achille. Le point faible de Yeri Hayash, c'était